Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé de ne pas être parmi vous en cette séance de travail sur la coopération, mais vous savez que nous sommes en fin d'année et que les premières évaluations externes doivent être rendues pour cette fin d'année, et donc c'est un peu surbooké. Voilà, mais c'est avec plaisir que je vais vous partager l'expérience des travaux menés avec le RIOPS de Haute-Normandie sur ce sujet. Donc sur les différentes étapes de la coopération. Il est important de repérer quelle est l'instance statutaire compétente au sein de l'association qui prendra la décision d'entrer dans la démarche de coopération. Sans cette validation, il risque d'y avoir un rejet en fin de démarche par un manque d'information des instances statutaires. Alors vérifiez l'AG, le CA, le bureau, vos statuts doivent préciser quelle est cette instance. Voilà. Deuxième point, veillez à associer la direction et les cadres de direction. La direction générale, les directeurs d'établissement, ça me paraît de l'ordre de l'incontournable pour les associés. Après les autres cadres de direction, il y a au moins une information à leur communiquer. Ça, c'est aussi un point important. Pareil, toujours informer sur le fait d'entrer dans une démarche. Et puis, autre lieu, les instances représentatives du personnel, ne pas les informer pourrait présenter un risque d'obstruction d'information de ces IRP. Donc là aussi, trouver un support pédagogique pour leur expliquer quel est l'intérêt de coopérer avec d'autres, puisqu'on est dans une modification de critères économiques de fonctionnement de la structure. Alors derrière les IRP, ou à côté des IRP, ou pour les IRP, les salariés également, par le biais d'une newsletter interne ou par le biais d'une information à l'occasion d'un temps de rencontre avec le personnel ou via les cadres intermédiaires, trouver le moyen de faire passer le message. Là aussi, un petit support pédagogique serait intéressant pour éviter d'avoir ensuite les bruits de couloir les plus désagréables ou les plus mauvais qui soient. Et puis ne pas oublier les bénévoles, si vous en avez. Je ne parle pas là des administrateurs, puisqu'ils ont été informés, on l'a vu il y a quelques instants. Et je pense aux bénévoles, acteurs de terrain, qui, au même titre que les salariés, méritent d'être informés de cette démarche. Et surtout, veillez ensuite à constituer un comité de pilotage et veillez à ce que les personnes qui siègent au comité de pilotage, avec d'autres associations ou d'autres acteurs de cette coopération, que ces personnes soient dûment mandatées. Et qui dit mandat, donc, s'engage à restituer auprès des instances représentatives ce qui se fait, ce qui se passe dans le comité de pilotage. Et si nécessaire, eh bien, aller chercher un accompagnateur extérieur pour soutenir le futur comité de pilotage dans la démarche sur l'organisation, la gestion du temps, veiller à ce que les décisions soient prises, etc. Voilà pour cette première étape. Tout d'abord, alors, qu'est-ce qu'il y a à diagnostiquer ? Premier point, les projets associatifs et la gouvernance associative. La cohérence au regard des valeurs de chacune des associations concernées permettra de faire ressortir d'éventuelles incompatibilités qui pourraient, pourquoi pas, au fil des travaux, s'aplanir par le biais de discussions. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec une préconisation. Également, en lien avec le projet associatif, quels sont les axes stratégiques de ces projets associatifs, les axes stratégiques des différentes associations concernées sur les années à venir? Y a-t-il des similitudes dans ces axes stratégiques ou des complémentarités? On peut être dans la différence, mais complémentaire. Troisième point au niveau de la gouvernance, c'est favoriser, c'est que la coopération, favorise une meilleure gouvernance et puisse permettre un renforcement qualitatif et des délégations et donc du management des ressources humaines en lien avec le projet. Enfin, je suppose que ma collègue Catherine Audias reviendra largement sur ce sujet. Et puis, toujours dans ce volet associatif, c'est analyser les statuts, les règlements intérieurs, le rythme et la périodicité des instances statutaires, la mobilisation des administrateurs au sein de commissions ou dans des mandats extérieurs de représentation auprès des pouvoirs publics, au sein des fédérations, des unions, des groupes de travail, commissions et autres lieux. Voilà
Premier point du diagnostic, donc le volet associatif. Quel sera le plus de cette coopération donc, au regard des axes stratégiques du schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale, du schéma départemental ou tout autre schéma duquel vous relevez? La coopération, la mutualisation apportera-t-elle un plus afin de mieux répondre aux besoins croissants de la population, alors que nos financements, eux, sont stagnants, voire en berne? Cette coopération permettra-t-elle une meilleure éligibilité en termes d'appel à projets, une reconnaissance des partenaires? Favorisera-t-elle la négociation d'un futur CEPOM, en particulier si la coopération est incitée par les autorités? Et dans ce cas-là, quel sera le gagnant-gagnant de cette coopération? Cette inscription dans les politiques sociales et politiques publiques permettra d'identifier les éventuels projets de réorganisation, de création, de transformation, nécessitant ou pas une réponse à un appel à projet. Il paraît important de vérifier donc la cohérence des autorisations, agréments. Les choses bougent, on a parfois des autorisations très anciennes qui ne sont plus tout à fait au goût du jour, et donc chercher à analyser les écarts entre la réalité. Également, toujours sur le volet politique sociale, politique publique, diagnostiquer la participation, le partenariat avec d'autres acteurs locaux par l'adhésion à des groupements, GIE, GIP, GSSMS, et l'implication dans le tissu local. Et enfin, ce qui n'est pas inintéressant, ce qui est nouveau dans ce type de diagnostic, c'est porter un regard sur les conclusions des évaluations internes et surtout des évaluations externes qui seront toutes fraîches et permettront d'apporter un éclairage. Le support du diagnostic sera une analyse financière pertinente à réaliser si possible au regard de méthodes pratiquées dans le champ social, médico-social. Je pense aux méthodes développées par l'EHESP, l'École des hautes études de la santé publique, afin de mesurer le niveau d'investissement des établissements et services de chaque organisation, peut-être le taux de vétusté des équipements et les projets de renouvellement des équipements de chacun des acteurs, de vérifier le niveau d'endettement et la capacité à pouvoir rembourser la dette, de vérifier l'origine des fonds propres, les engagements éventuellement vis-à-vis de donateurs, légataires ou autres apporteurs en fonds propres. Également de vérifier plus l'origine de fonds publics de type subvention et les engagements qu'il peut y avoir vis-à-vis des organismes qui ont versé ces financements. Et il en va de même pour les prêts. Beaucoup de prêts comportent des clauses de droit de reprise en cas de fusion, apport, reprise partielle d'activité qui pourraient empêcher ou amener à intégrer en tout cas un partenariat avec les banques ou à revoir ce type de financement. Voilà. Également diagnostiquer les résultats, s'ils sont déficitaires, quelles sont les perspectives de reprise de ces déficits, est-ce qu'il y a des déficits rejetés, éventuellement, qui ne seraient jamais repris, et s'ils sont excédentaires, quelles seront les modalités d'affectation de ces excédents, selon l'article R314-51 du Code de l'action sociale et des familles, que je ne vous développe pas, puisque vous êtes censés tous le connaître ici. Est-ce que la structure génère du besoin en fonds de roulement ou pas? Est-elle financée en dotation globale? Y a-t-il des besoins de trésorerie liés au cycle financier court terme? Et est-ce que si un CEPOM à venir, dans le cadre d'une coopération, si un CEPOM voyait le jour, est-ce que ça permettrait de régler cette question? Voilà. Et enfin, analyser la trésorerie, parce que se regrouper, mutualiser, coopérer nécessite d'avoir un peu de trésorerie, voire suffisamment de trésorerie, de telle manière à ne pas être confronté à des problèmes d'argent quelque temps après le rapprochement.
Donc ce diagnostic va permettre ensuite de se projeter financier, va permettre de se projeter dans le temps en réalisant ce qu'on appelle dans le jargon un plan pluriannuel d'investissement et de financement qui lui mutualisera l'ensemble des données des structures concernées par cette mutualisation coopération. Il sera intéressant de vérifier la capacité d'autofinancement qui sera dégagée par ces structures. Dans ce diagnostic financier, ne pas hésiter à prendre contact avec les experts comptables ou commissaires aux comptes des différents organismes concernés par la démarche. Enfin, un dernier point à analyser qui n'est pas neutre, en particulier lorsqu'on est propriétaire mais également locataire, c'est le volet immobilier avec la présence parfois de baux amphithéotiques qui amènent à des engagements vis-à-vis du bailleur ou les perspectives de reprise des locaux. Voilà pour cette deuxième étape de diagnostic. À partir des forces et faiblesses donc, de ce diagnostic, il convient de repérer les points qui vont favoriser la coopération, voire ceux qui seront éventuellement contraires la coopération. C'est peut-être là où, si nécessaire, il faut arrêter de travailler sur un projet, de travailler sur d'autres formes de rapprochement, de mutualisation, ou mettre fin à la réflexion. Si les éléments sont plutôt positifs, il convient donc de formuler des préconisations qui vont faire l'objet d'un échéancier, en distinguant ce qui est à mettre en œuvre avant la formalisation de la coopération. Exemple, réaliser un arrêté comptable, aménager les statuts, qui seraient inadaptés, au regard de cette action de coopération, et également de distinguer de ce qui est réalisé après l'action de coopération. Ça va vous amener à de nouveaux modes organisationnels. Et donc, ce qui peut se réaliser après, c'est par exemple réaménager les outils de la loi 2002, demander à l'autorité de tarification de transférer les activités si cela est envisagé, informer les usagers, les familles, les tiers, les fournisseurs, les partenaires, etc., de ce que vous mettez en place. Et surtout bien préciser qui fait quoi au sein de chaque organisme gestionnaire, au sein de la structure support de la coopération. Et s'il y a fusion, il y aura vérifier les modalités d'organisation de la disparition des structures existantes, des modalités de fusion et des modalités de création. Alors, quelles sont les formes de coopération possibles qui peuvent émaner de ces préconisations? La convention de partenariat, qui est une formule relativement simple et qui est adaptée à des projets que l'on va mener pendant quelques temps, mais la convention de partenariat, c'est pas fait pour 20 ans, c'est fait sur quelques années. Le mandat de gestion, un mandat de gestion, c'est 1 an et demi, 2 ans, pas plus. Se regrouper, mutualiser à travers des groupements de type GCSMS, GIE, GIP, GCS, groupement de coopération sanitaire, etc., voire créer une union, une association ou une fédération, qui est une forme qui nous semble plus proche de nos modes de fonctionnement. Et puis, pourquoi pas fusionner, alors fusion-création, fusion-absorption, ou pourquoi pas ne pas disparaître, mais apporter une partie de son activité à un tiers, ce qu'on appelle un apport partiel d'actifs, et puis toute autre modalité. Voilà. Il faut identifier donc au sein de ces formes de coopération les formules les mieux adaptées. Peut-être retenir 2 ou 3 d'entre elles, éventuellement des variantes à ces formules, entre combien de membres allez-vous être, 2, 3, 4, peut-être un observateur qui n'est pas sûr d'entrer dans la démarche de coopération, mais va assister au début des travaux, continuera ou se désistera, et présenter un avant-projet donc, au comité de pilotage. Donc en lien maintenant avec ce comité de pilotage, retenir 2 options, pourquoi pas 3, parmi les formes de coopération, et travailler sur un avant-projet de texte de coopération, un avant-projet de mandat de gestion, un avant-projet de convention de partenariat, ou tout simplement un avant-projet de convention constitutive. Alors, il est important de veiller, à la fin de cette étape, d'informer les différentes instances statutaires des organismes qui sont concernés par ce projet de coopération, et pourquoi pas envisager une première réunion commune de ces instances statutaires afin de valider ensemble que
dans les pistes à creuser, on retient 2 ou 3 d'entre elles. Alors, veillez à associer la majeure partie des acteurs. Attention aux acteurs qu'on ne voit jamais et qui, un jour, apparaîtront à la fin de la démarche en disant qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils ont une meilleure option à proposer, alors que cela fait 6 mois, 1 an qu'un groupe de travail fonctionne. C'est assez fréquent comme stratégie de personnes qui ne sont pas toujours favorables à la réflexion qu'ils ont engagée, c'est d'arriver à la fin et de dire qu'ils ont un projet mieux que celui sur lequel vous avez travaillé pendant 10 mois. Si la démarche est forte et engage mutuellement les acteurs dans une coopération soutenue, alors il convient de veiller à recevoir une très large majorité des suffrages au sein de chaque instance sur cette action. Une faible majorité amènera forcément des débats récurrents sur cette coopération, ce choix de la coopération, était-il pertinent ou ne l'est-il pas? Voilà. Alors ensuite, si vous optez pour une fusion, ce qui est un choix fort, l'idéal serait de pouvoir réunir sur un même site, dans des pièces indépendantes, chacun des organismes concernés par cette coopération, et ensuite de les faire valider, par exemple, sur le fait qu'ils acceptent de disparaître et acceptent de se regrouper dans une nouvelle forme, associative, pourquoi pas, enfin en particulier, et après d'avoir une assemblée générale commune à l'ensemble de ces acteurs. Je trouve qu'il y a peut-être de la symbolique dans cette démarche, mais en général, ça a un effet fédérateur très fort, en particulier pour des personnes militantes et engagées. Voilà pour cette première question. Alors écoutez, il est toujours douloureux de partir, de quitter, de laisser partir ce que l'on a créé, là où on a été investi pendant plusieurs années, parfois plusieurs décennies, parfois même on a été fondateur, militant même parfois avant la création de cette structure, il y a plusieurs décennies, et d'un seul coup devoir partir ce que l'on a porté. Ce qui est important de retenir, c'est que nos organisations ne sont que de passage, et nous-mêmes nous ne sommes que de passage, et il en est de même pour les salariés. Ce qui est important, c'est que le projet puisse continuer, et en particulier, nous sommes là pour les personnes que nous accompagnons, que la loi 2002 dénomme les usagers, donc je reprendrai cette expression usagers. Ce qui est important, c'est que l'action continue pour les usagers, même si elle est portée par d'autres, et pourquoi pas par d'autres, au sein desquels les acteurs des organismes qui coopèrent pourront être présents dans les instances ou dans des groupes de travail, aux commissions ou aux assemblées générales. Voilà, donc il convient de travailler en harmonie lors de la préparation de la coopération afin de se connaître, de construire le nouveau projet associatif d'une nouvelle structure lorsqu'il s'agit d'une fusion création ou d'une fusion absorption, et dans ce dernier cas, peut-être d'envisager de devenir membre de l'association qui absorbe. Encore faut-il que cette dernière puisse proposer des places dans ces instances. Voilà, alors, afin d'éviter de perdre son identité et d'être sûr que la transition s'opère bien, l'idéal de prévoir un mandat de gestion qui, pendant 1 an et demi, 2 ans, va permettre de faire connaissance et d'apprécier les qualités du futur gestionnaire s'il y a transfert d'activité. Autre forme de regroupement, de coopération, c'est l'apport partiel d'actifs qui peut permettre de transférer une partie des activités, et non la totalité, tout en gardant la gestion d'activités peut-être plus militante et plus centrée sur les valeurs partagées par les membres, et donc de faire que l'association soit moins gestionnaire et plus axée sur l'accompagnement des familles, l'accompagnement des usagers. Ce sont des choix, donc du coup on continue à exister sur la partie militante et moins gestionnaire. Alors avant de fusionner ou lors d'un mandat de gestion, la participation d'administrateurs réciproquement au sein de chaque conseil d'administration est un excellent moyen d'observation, un moyen de faire connaissance, d'apprendre à décider ensemble. C'est important, de telle manière à ce que ne pas se retrouver
dans des zones de conflit quelque temps après l'opération de fusion ou de rapprochement, même si cette pratique se fait en tant qu'observateur et non en tant que décideur, bien sûr. Voilà, vivre, c'est évoluer, ce n'est pas stagner. La société en crise qui nous malmène au quotidien attend de nous des gestes forts, une évolution dans nos modèles économiques, dans nos modèles sociétaux, dans nos modèles d'organisation. Alors on peut y perdre un peu, voire beaucoup, mais probablement un peu plus faire gagner nos bénéficiaires que la loi 2002, je rappelle, dénomme usagers. Ah, le GSMS. Alors, certains diront que c'est, passez-moi l'expression, un peu une usine à gaz. Pour moi, je trouve que c'est une forme originale de coopération qui, certes, peut préparer la fusion, et d'ailleurs c'est une crainte. Lorsqu'on crée un GSMS, on se dit, ça y est, on fusionne. C'est pas tout à fait exact, il y a des GSMS qui fonctionnent et qui n'ont pas pour objet de fusionner, et les gens qui sont là n'ont surtout pas l'intention de fusionner. Donc on peut être dans un groupement de coopération sociale, médico-sociale, sans avoir cette intention de fusionner, puisque ce n'est pas l'objet premier, en tout cas. Alors, il est vrai que la lecture des textes relatifs aux modalités de constitution, de création, de fonctionnement d'un GSMS, la lecture des conventions constitutives, ce qu'on appelle les statuts, si vous voulez, pour un GSMS, impressionne, voire inquiète par la complexité du support juridique. Si on interroge ceux qui ont créé un groupement de coopération sociale, médico-sociale, qui fonctionne depuis plusieurs années, les côtés administratifs ont pris souvent le second rang. On a confié ça à un spécialiste, un juriste ou à une secrétaire de direction qui a un peu de formation sur le droit des affaires et qui va administrer le groupement de coopération sociale médico-sociale. Sur le volet juridique, ce sont des déclarations, des informations apportées en préfecture. Donc c'est un volet administratif qui peut être, pas externalisé, mais qui peut être confié à un tiers dont c'est le métier, je dirais. Ce qui prime, ce qui est important dans un groupement, c'est le fait de pouvoir travailler ensemble, tout en restant chacun dans un cadre juridique initial associatif. Donc on reste bien chacun dans son association, mais on travaille avec d'autres, et parfois de manière importante. Voilà. Alors, paradoxalement, on dit que le GSMS prépare une fusion. Moi, je dis que ça peut éviter une fusion. J'ai vu le cas en région Midi-Pyrénées, où il y avait une incitation de certaines autorités de tarification à faire fusionner les structures, et le moyen d'éviter cette fusion a été de créer un groupement de coopération sociale médico-sociale qui fonctionne aujourd'hui très très bien et qui fédère les structures, et qui fait qu'elles existent et qu'elles continuent à exister. En aucun cas, il n'y a eu fusion, au contraire, ça les a remobilisés. Voilà, et il paraît nécessaire de communiquer sur ce que sont ces GSMS, mais c'est un peu l'objet aussi de ce temps de travail qui nous réunit aujourd'hui. Alors, le GSMS, il y a trois types de GSMS, enfin plutôt deux, le troisième découlant des deux premiers. Il y a le GSMS de moyens qui a pour objet de mutualiser des projets communs, avoir une cuisine centrale, une blanchisserie centrale, partager 2-3 salariés qui ont une expérience professionnelle particulière, mutualiser des ressources humaines, ça c'est le GSMS de moyens. Le deuxième GSMS, c'est le GSMS d'activité, un GSMS qui a bien pour objet, là, soit de mutualiser des activités que chaque gestionnaire dispose, exemple, dans le champ de l'enfance handicapée, rapprocher plusieurs CESAD et les mettre au sein d'un GSMS pour les gérer ensemble, par exemple. Autre solution, et qui n'est pas neutre, c'est pouvoir répondre ensemble à un appel à projet via un GSMS pour décrocher cet appel à projet collectivement et non pas de manière concurrentielle. Donc là, nous sommes dans le GSMS d'activité. Alors, le troisième type de GSMS, c'est bien sûr le GSMS de moyens et d'activité, qui va permettre de développer et de la mutualisation de ressources humaines et de moyens au profit d'activités partagées. Ce qui est important, c'est que dans le GSMS, il ne faut pas oublier que l'usager reste au cœur du projet.
Alors, le GSMS inquiète souvent, alors que la forme associative est un élément extrêmement rassurant que nous maîtrisons tous par notre habitude à tenir nos AG, nos CA, nos bureaux, nos instances. Voilà. Alors, dans le GSMS, il n'y a plus rien de tout ça. Il y a une assemblée générale et un administrateur. Et c'est là parfois où il y a beaucoup d'inquiétudes, et peut-être même des zones de risque, c'est qu'il y ait demain un administrateur, certes, cet administrateur prenne les pouvoirs. D'où l'importance de cette assemblée générale. Alors parfois, il arrive que l'on crée, à côté de cet administrateur, une commission technique regroupant des directeurs ou des administrateurs qui vont pouvoir effectivement favoriser, non pas une surveillance, mais travailler avec l'administrateur, d'abord afin que celui-ci ne se sente pas seul et isolé. Alors certains, parfois, dénomment ça un conseil de surveillance. On peut dire que le GSMS se rapproche un peu de certaines formes de société à caractère commercial, avec, on pourrait dire, un administrateur qui équivaut à un président, directeur général qui rend compte à un conseil de surveillance. Mais le GSMS est aussi de l'efficience, et dans de l'efficience, parfois nos instances associatives sont un peu lourdes en termes de fonctionnement. Réunir sans cesse CA, bureau qui va présenter des projets au CA qui va délibérer et estime que certaines décisions relèvent de l'Assemblée générale, on prend du temps. Répondre à des appels à projets dans des délais très courts, c'est beaucoup plus efficient avec un GSMS que dans une association où il faudra obtenir l'accord ou un consensus beaucoup plus large pour savoir si on entre dans la démarche ou pas. Voilà, c'est un exemple. Voilà, alors nos associations présentent un fonctionnement très démocratique. Le GSMS, je ne vais pas dire que ce n'est pas démocratique, mais c'est quand même une démocratie assez réduite. Alors, se pose la question des pouvoirs. Dans un GSMS, nous n'avons pas le principe « un homme, une voix », comme dans une association. Dans le GSMS, nous pouvons avoir des voix qui sont réparties au regard du pourcentage d'apport en capital, s'il y a eu apport en capital, ou au regard du pourcentage de participation au fonctionnement du GSMS. Et là, nous pouvons avoir un membre qui peut avoir 30-40% des voix, alors que 10 autres membres se partageront le reste. Du coup, de nombreuses associations, dans la constitution de leur GSMS, contournent cet aspect en revenant sur le principe d'un membre, un membre associatif, un membre du GSMS égale une voix. Maintenant se pose le problème de l'administration. Alors, si on a un administrateur qui est là pendant 10 ans, 15 ans, pourquoi pas, s'il est efficace, reconnu, respecte la neutralité des uns et des autres et défend bien le groupement, c'est un principe qui ne pose aucun problème. Dans le doute, ce qui est parfois pas forcément évident à écrire dans la convention constitutive, c'est de prévoir un turnover de ces administrateurs. Mais il ne faut pas non plus changer tous les 6 mois d'administrateur, ce qui normalement n'est pas possible, d'ailleurs, au regard des textes. Alors, en guise de conclusion de cette intervention, je vous propose de rappeler que nous pouvons, certes, chacun rester seul dans notre coin, isolé. Alors, c'est pas qu'un isolement géographique, hein. On peut être en plein centre-ville d'une très grande ville et ne jamais rencontrer personne, n'aller à aucune réunion, rester seul dans son coin. Et d'ailleurs, que l'on soit une petite association ou une grande association, c'est pas forcément la taille de l'association qui importe. C'est ce problème parfois d'isolement. Donc il convient de travailler ensemble dans l'intérêt des usagers pour constituer des réseaux, des filières, s'assurer d'une prise en charge continue et d'une intégration de l'usager dans la vie sociale, et de la personne accompagnée donc dans la vie sociale, et que l'on prenne la forme la plus simple qu'est la convention de partenariat, ou les formes les plus complexes, GSMS, ou des formes de rapprochement fortes telles que la fusion. Il est important en tout cas de penser à travailler ensemble. Voilà, donc je conclurai qu'on peut dire qu'ensemble, nous pouvons plus. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.